Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Allez, on en parle cette vidéo ce matin. Je suis très content de recevoir Michel Geoffroy. Bonjour Michel Geoffroy, comment allez-vous? Bonjour, merci. C'est un plaisir de vous recevoir parce que je vous reçois alors avec un livre qui est un petit peu et qui date un peu mais qui est extrêmement intéressant. C'est la superclasse mondiale contre les peuples. C'est préfacé par Jean-Yves Le Gallou que nous connaissons bien sur cette antenne. Aux très bonnes éditions Via Romana. Allez faire un tour, chers amis, sur cette maison d'édition. Il y a pas mal de petites choses intéressantes. Alors je vous présente, Michel Geoffroy. Vous êtes énarque, essayiste, contributeur régulier à la Fondation Polémia, ancien haut fonctionnaire, et vous avez publié notamment avec en collaboration avec Jean-Yves Le Gallou le dictionnaire de la novlangue en 2015-2018. Vous avez fait aussi, je vais en parler, cet essai notamment, et vous venez de publier notamment La Nouvelle Guerre des Mondes en 2020. Et le dernier, vous me rappelez le dernier livre Bien, c'est Bienvenue dans le meilleur des mondes. C'est un petit essai sur la science-fiction. Comment la science-fiction a prévu notre présent. Eh ben, c'est un sujet intéressant. En tout cas, moi, on va parler de ça ce matin parce que pourquoi je parle d'un livre qui est sorti il y a quelques années? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il se lit avec beaucoup plus de délectation et d'intéressement par rapport à ce que nous vivons. Me semble-t-il, Michel Geoffroy, il est épaissi, c'est épaissi ce livre. Il a énormément grossi quand on le lit avec la grille de lecture d'aujourd'hui. Oui, malheureusement, de toute façon. Mais je pense qu'effectivement, les mécanismes qui ont été décrits dans cet essai qui est paru en 2018, donc ça peut faire 5 ans, aujourd'hui sont confirmés, sont même amplifiés, je crois. Il est manifeste qu'aujourd'hui, notamment en Europe, la classe politique ne dirige pas grand-chose et qu'on voit bien que derrière, il y a d'autres forces qui président au gouvernement des pays européens notamment. Donc, c'est la question que je vais vous poser et bien entendu ce que je vais vous poser parce que on va préciser que effectivement on va parler avec vous ce matin cette superclasse mondiale. Quels sont leurs intérêts? C'est ça. Quels sont les objectifs aussi de la superclasse mondiale? Bien entendu, sont-ils finalement des philanthropes qui s'ignorent ou y a-t-il quelque chose qui tient d'une domination sans partage sur les populations? Et je voudrais qu'on parle aussi d'Emmanuel Macron dans l'émission. Emmanuel Macron est-il aujourd'hui plus que jamais le représentant français de cette superclasse mondiale? Donc on va parler de tous ces sujets. Finalement, est-ce que, pour commencer dans le vif du sujet, Michel Geoffroy, est-ce que comprendre cette superclasse mondiale, c'est la grille de lecture, idéale pour comprendre l'Occident aujourd'hui, mieux le comprendre aujourd'hui? Oui, je crois que le phénomène majeur de la seconde moitié du XXe siècle et qui se déploie au XXIe siècle, c'est l'apparition d'un pouvoir économique et financier mondialisé, dérégulé, et qui est aujourd'hui plus puissant que beaucoup d'États. En particulier parce que ce pouvoir a la capacité de se déterritorialiser, d'échapper aux régulations fiscales notamment, ce qu'on appelle l'optimisation, et c'est donc un pouvoir qui est très puissant. Je citais la fameuse phrase de Warren Buffett qui déclarait oui, il y a une guerre de classe, mais c'est ma classe, celle des riches, qui est en train de gagner. Et je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui très clairement. Donc c'est un phénomène de très longue durée qui est relativement nouveau dans l'histoire, parce que c'est la première fois que d'une certaine façon, les États sont progressivement marginalisés et que on voit bien aujourd'hui que la vraie source du pouvoir, c'est pas les gens qui sont élus dans un système qui est lui-même déjà très largement manipulé par les médias, mais les vraies décisions sont prises ailleurs, elles sont prises à Davos, elles sont prises au siège des grandes banques ou des grandes entreprises mondialisées qui encore une fois aujourd'hui ont des pouvoirs beaucoup plus importants que la plupart des États. Donc c'est ça qui est, je crois, la caractéristique majeure de la superclasse mondiale. Alors, le deuxième aspect, il est cette fois-ci un peu plus géopolitique et historique. L'épicentre de la superclasse mondiale se situe dans les pays anglo-saxons et les États-Unis étant, je dirais, vraiment l'épicentre
de ce nouveau type de pouvoir. Mais Michel Geoffroy, je voudrais qu'on en parle, bien entendu. Je voudrais rapidement, si vous pouvez, pour nos auditrices et auditeurs, faire rapidement la genèse de ces... Vous dites qu'elle a évolué, que c'est assez récent. Finalement, rapidement, comment elle a évolué ce siècle dernier ou ces 2 siècles derniers, et quand est-ce qu'elle a pris beaucoup plus de prééminence dans nos sociétés occidentales? Je crois que l'élément majeur, ça a été la disparition de l'Union soviétique. Oui. C'est-à-dire, c'est la fin de la grande peur des possédants. Jusqu'à présent, jusqu'à l'existence de l'Union soviétique, la richesse, la bourgeoisie, le pouvoir économique avaient quand même toujours peur de la révolution, du risque de révolution. Ce risque disparaît en 1991 avec l'effondrement de l'Union soviétique. Et donc, le facteur important, c'est qu'à partir de là, les États-Unis pensent qu'ils ont la possibilité de diriger le monde, alors que jusqu'à présent, dans le cadre de la guerre froide, ce n'était pas évident, il y avait un partage des pouvoirs. Or, l'élément anglo-saxon est très important dans la compréhension de la superclasse mondiale, parce que derrière, il y a une idéologie puritaine, la volonté de gouverner le monde, la notion de destinée manifeste, qui est propre aux États-Unis. Alors, pour faire l'histoire d'une manière très courte, ça a commencé en Grande-Bretagne, à la fin du 19e siècle, avec notamment un mouvement qui s'appelle la Table ronde de Lord Milner, qui prétendait organiser le Commonwealth des nations, qui partait du principe, puisque le Commonwealth britannique marchait très bien, eh bien ça devait être la matrice d'un rassemblement de tous les pays du monde sous l'autorité de la couronne britannique. Évidemment, ça n'a absolument pas marché. Cette idée, par contre, a traversé l'Atlantique, et elle a été reprise par les États-Unis. C'est le thème de la destinée manifeste, qui est vraiment caractéristique de cette volonté messianique de gouverner le monde. Donc, l'objectif, pour répondre à la question que vous évoquiez au début, quel est l'objectif de cette superclasse mondiale? C'est d'imposer sa direction au monde, en partant du principe que les États ont failli, les anciennes divisions de l'humanité sont obsolètes, et aujourd'hui, on va pouvoir rassembler toute l'humanité dans un marché idéal. C'est la vieille théorie du doux commerce. Le marché l'économie de marché étant censée apporter la réponse à toutes les questions que se pose l'humanité. Et donc, le but, c'est de dépasser les nations. On part du principe que les entreprises sont beaucoup plus efficaces que les nations. La preuve, d'ailleurs, puisqu'on peut s'enrichir, ce sont des gens qui sont très riches aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des philanthropes, mais en notre langue, un philanthrope, ça veut dire un milliardaire. C'est ça que oui, vous avez raison. Monsieur Soros est un philanthrope, c'est fondamentalement quelqu'un de très riche et qui utilise son argent à des fins politiques. Donc, c'est ça qui est caractéristique. Et c'est un renversement. Pendant très longtemps, on disait... Montesquieu disait « le commerce, c'est la profession des égaux ». Une entreprise devait être neutre. Elle devait être neutre politiquement, idéologiquement, pour ne pas faire de politique. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les oligarques qui dirigent des grandes entreprises ou des grandes banques font de la politique. C'est d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui très clairement, comment les grandes entreprises soutiennent l'idéologie woke, etc., ou l'idéologie de la diversité. Bon, donc, c'est ça, il y a donc un changement de modèle de pouvoir, mais qui ne concerne en fait que l'Occident. Ça, c'est un point que j'avais évoqué dans mon essai, et qui aujourd'hui, on le voit, est très largement confirmé. La superclasse mondiale, d'une certaine manière, porte mal son nom, car elle ne dirige pas le monde, elle dirige l'Occident. En particulier, elle dirige l'Europe. Mais les oligarques en Chine ou en Russie, ils vont en prison, ils ne dirigent pas. Donc, en fait, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, le conflit en Ukraine, le conflit qui se dessine avec la Chine, c'est bien la confirmation de ce que j'avais écrit en 2018, à savoir les mondialistes ne maîtrisent pas le monde aujourd'hui. Mais Michel Geoffroy, j'ai une question que j'ai envie de vous poser qui me brûle les lèvres. Finalement, cette domination des grandes entreprises
transnationale sur les nations, corrigez-moi si je me trompe, mais il a bien fallu à un moment donné le concours ou la complicité de nos élites politiques. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce que j'appelle les différents cercles. Il y a des idiots utiles. Il y a des idiots utiles de la superclasse mondiale. Le centre du pouvoir, ce sont les dirigeants des grands, qui se réunissent à Davos, donc fondamentalement des grandes institutions financières, des entreprises. Après, vous avez un deuxième cercle, c'est le pouvoir culturel et médiatique qui sert à formater l'opinion et à développer et à soutenir les thèmes de la superclasse mondiale. Le troisième cercle, c'est le cercle, ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire en fait les ONG. On voit aujourd'hui, par exemple, le rôle écrasant que jouent les ONG, par exemple, s'agissant du chaos migratoire. Les ONG ont une part de responsabilité. Et puis enfin, le dernier cercle, tout en bas, c'est le cercle des États, c'est-à-dire le cercle de la trahison des élites politiques, qui ont abandonné leur pouvoir. Alors, il y a des tas de raisons. Il y a notamment une raison idéologique. À partir des années 80, c'est la révolution libérale libertaire qui va arriver. Cette idée fondamentale qu'il faut tout déréguler parce que quand on dérégule, ça marche beaucoup mieux. Et tout le monde s'enrichit en plus. Tout le monde s'enrichit, ça ruisselle. C'est la mondialisation heureuse, etc. Bref. Et donc, il y a eu une croyance, une certaine naïveté, bien sûr, mais pas uniquement une certaine naïveté, parce que cette classe politique, elle a trahi, elle est très largement corrompue dans tous les sens du terme, comme on le voit aujourd'hui. Donc, il y a effectivement une responsabilité de la classe politique. Il y a d'une certaine manière aussi, on pourrait le dire, une certaine responsabilité des peuples, en particulier des peuples européens. C'était ma question qui allait suivre, vous le saviez. Les peuples européens qui ont accepté tout ce qu'on leur a fait, qui ont accepté d'abandonner leur souveraineté au profit de systèmes qui ne sont plus gouvernables. Parce que la conséquence logique, malheureusement, de cette politique de dérégulation, c'est que plus personne ne maîtrise rien aujourd'hui. On ne maîtrise plus rien, on ne maîtrise plus l'économie. D'ailleurs, quand on voit notre ministre de l'économie, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Il n'a aucun pouvoir. À part celui de dire des bêtises, je vois pas trop, mais bon. C'est possible, oui. C'est un pouvoir de verbe. Vous avez raison, c'est une des caractéristiques du politique aujourd'hui, c'est qu'il parle, mais il n'agit plus parce qu'il n'a pas les moyens d'agir, parce qu'il n'a plus les leviers de pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs que les médias ukrainiens ou russes parlent de Macron en disant qu'il macronne. Oui, il macronne, oui. Il parle sans... Ça, c'est caractéristique, mais c'est en même temps dramatique. Ça veut dire que les peuples n'ont plus la possibilité de maîtriser leur destin. On ne maîtrise plus l'économie, mais il y a des tas d'autres sujets qu'on ne maîtrise plus. On ne maîtrise plus l'inflation, on ne maîtrise pas l'insécurité dans notre pays, etc. Enfin, tout ce qui était les leviers politiques traditionnels ont été déconstruits par une classe politique, mais derrière, il y avait évidemment un projet, un agenda, comme on dit à Davos, un agenda précis. Il s'agit de déconstruire les souverainetés, déconstruire les nations pour essayer de créer ce qu'on appelle la fameuse gouvernance mondiale, c'est-à-dire le gouvernement mondial qui n'est qu'une utopie, un mythe. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir de gouvernement mondial parce qu'il n'y a pas de peuple mondial. Et il n'y a pas un gouvernement mondial, il ne peut pas y avoir de politique mondiale puisque toute politique suppose la distinction entre un dehors et un dedans. Or, comme le monde est un ensemble globalisant, il ne peut pas y avoir de politique mondiale. C'est une absurdité. Et d'ailleurs, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la superclasse mondiale, comme je l'ai dit, ne gouverne pas le monde. Par contre, elle réussit à gouverner, effectivement, l'Occident et l'Europe. Ça, c'est vraiment ce qu'elle a réussi à faire. Mais Michel Geoffroy, sur le peuple, c'est intéressant, puisque votre livre, bien entendu, s'appelle « La superclasse mondiale contre les peuples ». Finalement, la responsabilité des peuples par rapport à cette superclasse mondiale, finalement, il y a aussi une part de crédulité, parce qu'on a vendu, rappelez-vous, la mondialisation heureuse au peuple, d'ailleurs aux Français, en disant « Vous allez voir l'Union européenne, la mondialisation, vous allez mieux gagner, tout va ruisseler ». Donc, il y a aussi une part de crédulité de la part des populations qui ont vraiment pensé qu'à un moment donné, Ikea, la voiture à crédit et le canapé à crédit pourraient les faire accéder à une vie matérielle un peu plus confortable. Et aujourd'hui, peut-être qu'elle se rend compte que ça a été un gros mensonge, un énorme mensonge. Oui, tout à fait. Je pense que, il faut être clair, la responsabilité des boomers, la responsabilité de ma génération, parce qu'en fait,
elle est écrasante. Hein, elle est écrasante. Je pense que beaucoup de gens ont cru à ce discours, parce que d'abord, ils ont été soumis, il faut quand même le rappeler, à une propagande extraordinaire. Extraordinaire. C'est pas un hasard si tous les grands médias mainstream sont la propriété des oligarques. Donc, les médias ont diffusé en permanence la doxa néolibérale, la doxa de la mondialisation heureuse. Bon, aujourd'hui, les choses sont différentes parce que, effectivement, beaucoup de gens se rendent compte que la mondialisation n'est heureuse que pour certaines personnes. Et pas pour tout le monde. C'est très bien de faire produire à l'étranger, n'est-ce pas, mais ça veut dire qu'on n'a plus d'industrie en France. Bon, si on n'a plus d'industrie, ça veut dire qu'on a de moins en moins de services, et donc ça veut dire que l'emploi, il est de moins en moins facile. Donc, des phénomènes comme la révolte des Gilets jaunes, ou aujourd'hui la contestation quand même assez importante dans notre pays, et notamment de la politique du gouvernement, qui s'inscrit complètement dans l'agenda mondialiste, c'est vraiment très révélateur que nous assistons à un renversement. Il y a quand même de plus en plus de gens, alors sauf les retraités relativement riches, qui aujourd'hui soutiennent largement ces gouvernements, mais la France d'en bas, la France périphérique, elle voit les choses très différemment. Donc il y a effectivement une responsabilité des peuples, mais disons que les peuples ont été victimes aussi, encore une fois, d'une désinformation qui est sans précédent dans l'histoire. Sans précédent dans l'histoire. Oui, donc je voulais en parler avant le flash info de 8h, mais finalement, de 9h, pardon, les médias, finalement, quand on vous lit, qu'on travaille, on est sur une antenne ici très libre et indépendante, finalement, c'est des véritables rouages de ce pouvoir, de cette super classe. C'est des relais, non, selon vous, de cette super classe des médias? Là aussi, c'est un changement de paradigme. Pendant très longtemps, on a considéré que la presse, et puis par extension les médias, c'était un contre-pouvoir. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas vrai. On voit que les médias mainstream sont un rouage du pouvoir. D'ailleurs, c'est eux qui font les élections, c'est eux qui soutiennent la peur climatique, c'est eux qui ont joué un rôle de soutien dans la crise covidienne, de soutien des politiques conduites par les gouvernements. Donc, les médias mainstream ne sont absolument pas un contre-pouvoir. C'est un rouage du pouvoir, et ils sont perçus comme ça, d'ailleurs. Pour un politique aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas les lecteurs, c'est l'image médiatique qu'il a. Parce qu'on sait que les médias vont servir à promouvoir, ou au contraire, à détruire une réputation et une carrière politique. Regardez ce qui s'est passé lors des dernières élections. Regardez ce qui s'est passé en 2017. C'est bien les médias qui ont fait l'élection d'Emmanuel Macron, les médias et les juges. Et en 2022, les médias ont joué un même rôle, même si leur crédibilité aujourd'hui diminue, parce qu'on voit bien que les faits ne correspondent pas à la vision bisounours que nous donnent les médias. Les médias sont effectivement devenus un rouage du pouvoir. Et ils sont perçus comme ça. C'est Xavier Niel qui disait rappelez-vous, quand un journaliste dit du mal de moi, j'achète le journal. Voilà. Très bien, c'est-à-dire, j'utilise le média comme un instrument de pouvoir. Alors, et on parlait rapidement du repos des peuples, mais je voudrais rester sur cette corrélation entre médias mainstream, médias de masse, médias de grand chemin, comme le dit quelqu'un que vous connaissez très bien, et le peuple, finalement. Est-ce que vous pensez quand même qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens, j'ai quand même l'impression, qui regardent benoîtement ou béatement, passez-moi l'expression, les médias. Il y a quand même aujourd'hui, les gens sont de plus en plus rétifs à ce qu'ils écoutent, et les audiences de ligne droite ou d'autres médias ou le mien, finalement, on est quand même les preuves concrètes qu'il y a des gens qui s'informent autrement, me semble-t-il aussi. Tout à fait. Il y a une défiance, tous les sondages le montrent. C'est pas un hasard si dans les manifestations, les représentants des médias mainstream sont en général conspués, voire agressés par les manifestants. Donc il y a effectivement une défiance. Maintenant, il y a aussi donc parallèlement un développement de la réinformation par d'autres canaux, etc. Mais faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, il y a quand même 15 millions de personnes qui ont écouté Emmanuel Macron lundi soir. Les audiences... Oui, Michel Geoffroy, il y en a beaucoup qui l'ont écouté en faisant la vaisselle, donc ça limite un petit peu quand même. Oui, d'accord.
Mais bon, enfin, je veux dire, il y a quand même une certaine audience. Il y a quand même encore des gens qui ouvrent la radio le matin et qui n'écoutent pas forcément Radio Courtoisie ou Ligne Droite. Il y a, si vous voulez, il y a encore une certaine inertie. Alors, cela étant, on voit bien quand même que, par exemple, la télévision, aujourd'hui, fait beaucoup moins recettes. Hein. Les jeunes générations regardent de moins en moins la télévision. La télévision est devenue plutôt un média d'anciens boomers, de personnes âgées. Hein. Donc il y a effectivement une évolution, mais je dirais le pouvoir médiatique aussi essaie d'investir dans de nouveaux médias, dans des médias qui sont un peu moins dans les circuits traditionnels, hein, parce qu'ils ont bien compris qu'ils étaient victimes aujourd'hui d'une concurrence croissante de la part de gens. Mais la raison fondamentale, c'est que la réalité est différente de l'image médiatique. On a beau expliquer qu'il y a un sentiment d'insécurité, non, les gens voient bien qu'il y a de l'insécurité. On a beau expliquer qu'il n'y a pas d'immigration, si, les gens voient bien qu'une immigration est présente, etc., etc. Donc, la réalité est plus forte que l'idéologie, est plus forte que les médias. Alors, il nous reste 3-4 minutes avant de passer au bulletin d'information et après, bien sûr, l'interview se prolongera. Bien entendu, c'est la vidéo. Merci d'être là. Rapidement, Michel Geoffroy, Davos, vous en avez parlé un peu. C'est vraiment la réunion de tous les puissants de ce monde, ou du moins de puissants de ce monde occidental. Comment vous le percevez, vous, Davos? Parce que Davos, c'est quand même une place forte, assez bunkerisée pendant plusieurs jours. Hein. Oui, c'est d'ailleurs révélateur de l'isolement de l'oligarchie par rapport au reste de la population, phénomène qu'on voit partout. Alors, Davos, c'est intéressant parce que ça traduit un mode de prise de décision. Une caractéristique de l'oligarchie, c'est qu'elle ne se met pas en avant, elle utilise plutôt l'influence comme moyen d'action. Et donc, elle utilise aussi la collégialité, parce que la collégialité, ça permet de dissoudre les responsabilités. Et il n'y a pas de personnalisation. Une caractéristique importante du pouvoir en Europe depuis très longtemps, c'était que le pouvoir était personnalisé. La caractéristique de ces grands forums, c'est qu'il y a plein de monde, et donc la personnalisation est beaucoup plus diffuse. Donc on voit bien la façon d'agir. On ne se met pas en première ligne, on essaie de pousser ses pions. Alors l'intérêt de Davos, c'est que à la différence de ce que disent les complotistes, Davos ne se cache pas. Les travaux de Davos sont complètement publics. On peut accéder aux rapports, etc. Et les conférences sont retransmises en direct. Donc, si vous voulez, il n'y a pas. Or, quand on lit ce qu'il déclare, on a en fait le fameux agenda. On voit bien, par exemple, rappelez-vous, quand après l'élection de Donald Trump et le Brexit, le Davos qui a suivi a traité la question des élections en disant quand les gens votent mal, c'est qu'ils sont désinformés. Donc il faut mettre en place des dispositifs de contrôle de l'information. Voilà, ils l'ont dit tranquillement, c'est-à-dire en clair, il fallait censurer et mettre une sorte d'information obligatoire. Voilà, Davos l'a dit très clairement. Donc Davos est intéressant. C'est la différence, par exemple, avec Bilderberg, où les travaux sont plus secrets. Là, c'est vraiment, je dirais, c'est le syndrome vous savez, de l'illusionniste qui se cache dans la lumière, comme on dit, c'est-à-dire ces gens sont transparents, mais leur projet est quand même très, très visible. Donc, il n'y a pas besoin d'être complotiste pour dénoncer leur volonté, leurs actions. Pensez aussi au livre Le Grand Recette. De Klaus Schwab, Tout est écrit, tout est explicité, etc. Donc, je veux dire, il n'y a pas de... Ce qui prouve bien que si ces gens agissent, préfèrent ne pas être en première ligne, il n'empêche que leur projet est très clair et il est très il est présenté d'une manière très, très transparente, en vérité. Oui, d'ailleurs, Klaus Schwab, effectivement, dès qu'on prononçait le prénom de Klaus Schwab, on était immédiatement traité de complotiste. C'est assez risible tout de même. Oui, mais vous savez, les complotistes, c'est des gens qui ont raison avant les autres. Donc, après, l'actualité montre que ce que disaient les complotistes était vrai. Enfin, je veux dire, donc en général. Alors, par contre, il ne faut pas tomber dans un travers du complotisme qui consiste à surestimer l'adversaire, à surestimer la superclasse mondiale.
Ça, c'est un point que j'ai essayé de développer et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien confirmé. La superclasse mondiale, elle est puissante, elle est riche, oui, c'est vrai, mais elle est quand même humaine, donc elle peut se tromper. Elle a des failles. Alors, Michel Geoffroy, je vous propose qu'on en parle immédiatement après le bulletin d'information d'Adèle Runner. Allez. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Allez, retour sur la vue de haut avec Michel Geoffroy. Vous êtes énarque-essayiste et vous avez publié notamment plusieurs, mais pas que celui-ci, mais en 2018, vous avez publié La superclasse mondiale contre les peuples aux éditions Via Romana. Et on continue d'en parler. Michel Geoffroy, avant le bulletin d'information, vous me parliez du travers du complotisme, qu'il ne fallait pas accorder trop d'importance ou d'intelligence finalement à certaines personnes. Dis-nous en plus de ça. Oui, c'est-à-dire que c'est le paradoxe. Il y a deux défauts vis-à-vis d'un adversaire. Il y a le sous-estimer, bien sûr, ça c'est grave, mais il y a un autre défaut symétrique, c'est de le surestimer. Il me semble qu'un certain complotisme a tendance à mettre derrière chaque fait une volonté perverse, humaine. Alors c'est vrai qu'encore une fois, les oligarques ont un projet. Maintenant, les oligarques peuvent se tromper et je pense que nous sommes en train de vivre avec l'opposition croissante entre les États civilisationnels et l'oligarchie occidentale. On voit bien que sur un certain nombre de sujets, l'oligarchie ne maîtrise pas le monde comme elle le voudrait. C'est ça que je voulais dire. Il ne faut pas croire que les oligarques, c'est quand même des hommes. Hein. Et encore une fois, je le rappelais tout à l'heure, au départ, les Britanniques pensaient que finalement l'Empire britannique allait durer éternellement et que ça allait vraiment être la base de la nouvelle organisation du monde. Non, ça n'a pas marché. Bon, donc l'oligarchie peut se tromper, elle peut se tromper. Alors, encore une fois, elle réussit assez bien à s'enrichir, elle réussit assez bien à dominer l'Occident, elle a réussi à neutraliser, à dominer les États européens, elle a notamment, je crois, réussi un très bon coup en marginalisant la France. Je pense que c'est un des sens de la politique d'Emmanuel Macron, c'est de mettre un terme à l'exception française, parce que la France était un des rares pays en Europe qui pouvait être capable d'instiller une nouvelle dynamique à l'Union européenne. Donc on voit bien qu'il y a des domaines où l'oligarchie réussit, mais il y a d'autres domaines où elle ne réussit pas forcément. Et en particulier, on voit bien quand même qu'il y a une sorte de révolte des peuples en Europe. C'est pour ça que faut le mettre au pluriel. Et en tout cas, il y a une révolte mondiale contre l'oligarchie occidentale. Ce qu'on oublie, ce qu'on ne nous dit pas vraiment, on nous fait croire que les valeurs entre guillemets de l'oligarchie se développent dans le monde, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a une opposition très forte entre les anciennes civilisations et puis ce que prétend faire l'oligarchie anglo-saxonne. Une question que j'ai envie de vous poser, effectivement, vous me tendez la perche, Michel Geoffroy, et merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Finalement, est-ce que les retours des peuples, on le voit en France, on a vu les gilets jaunes, on a vu les bonnets rouges, on voit aujourd'hui l'opposition forte, comme la réforme des retraites, à près de 65% encore. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas là une résurgence de l'identité, une résurgence de la nation, et finalement, est-ce que la nation est-elle un des pires obstacles à la superclasse mondiale qui voudrait tout homogénéiser au niveau du moins de la société occidentale et faire une société liquide et fluide, vous savez, Georges Soros par exemple. Oui, tout à fait. Alors, il y a deux manières de voir les choses. On pourrait dire, oui, il y a une révolte d'époque, il y a ce qu'on appelle le populisme, etc., qui touche beaucoup de pays, et en même temps, cette révolte, pour l'instant, n'a abouti à rien. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi en Europe occidentale notamment, elle n'a pas réussi à infléchir la politique, en particulier sur l'immigration, qui est un des aspects majeurs, et sur le libre-échange. Ça, c'est une première approche possible. Par contre, on peut avoir une autre approche qui montre que, certes, pour l'instant, cette révolte n'a pas débouché politiquement, mais en même temps, elle se renouvelle d'une façon permanente. Vous avez cité les bonnets rouges, après il y a eu les gilets jaunes, aujourd'hui il y a quand même eu la mobilisation contre la réforme des retraites. On peut voir que d'ailleurs, même cette réforme étant passée, la mobilisation continue sous d'autres formes.
Donc, on voit bien quand même qu'il y a une pression nouvelle. Donc, il y a quand même une révolte latente d'époque. Mais je pense que la grande faiblesse, d'une certaine façon, de ce qu'on appelle le populisme, comme a été la grande faiblesse des Gilets jaunes, c'est de ne pas s'être traduit politiquement. Oui. C'est-à-dire que c'est une révolte, on n'est pas content sur le prix de l'essence, on n'est pas content sur les annuités de retraite, on n'est pas content sur l'inflation, mais il n'y a pas, ça ne s'est pas traduit d'une manière politique dans un projet alternatif global. Alors effectivement, vous avez raison, je pense qu'on peut considérer qu'il y a un retour aujourd'hui en faveur de la nation, on perçoit la nation et l'État-nation comme une protection, ce qu'elle est normalement, des frontières, ça sert à protéger, hein, c'est pas... Bon, c'est comme la peau. L'oligarchie les font très bien, les frontières, la fait très bien. Regardez à Davos, on a parlé des frontières de l'oligarchie bunkerisées. Donc l'oligarchie, pour elle, les frontières, il y en a quand même. Hein. Ah oui, c'est la caractéristique du monde sans frontières, mais en même temps, il y a des digicodes partout, et puis... Et puis les oligarques sont complètement protégés, et puis nos ministres aujourd'hui ne peuvent pas aller nulle part sans que les villes soient neutralisées. Bon, donc, phénomène qui est très, très typique. Donc, il y a effectivement un regain du sentiment national. Alors, j'évoquais le fait que l'oligarchie peut se tromper. Je crois aujourd'hui, une des grandes fautes, une des grandes erreurs de l'oligarchie, c'est d'avoir complètement neutralisé le sentiment identitaire. On n'a pas compris que l'insécurité culturelle, la défense de l'identité, était très fort. C'est un peu comme les socialistes avant qui n'avaient pas compris l'importance du sentiment national et qui ont été complètement surpris par la guerre de 14. C'est pareil aujourd'hui pour l'oligarchie avec le sentiment identitaire. Les oligarques qui vivent dans un monde hyper protégé et complètement déconnecté du reste de la population ne comprennent pas que les gens ressentent un besoin d'identité, ne comprennent pas que la société multiculturelle qu'ils promeuvent, c'est une société d'insécurité culturelle permanente, et donc c'est une société violente. Hein. Bon, donc ça, ils n'ont pas compris ça, et c'est une force, c'est d'autant plus une force qu'au plan mondial, les États civilisationnels veulent justement promouvoir la défense de leur propre identité. Hein. C'est un élément très important. Quand vous regardez les déclarations des droits de l'homme, par exemple des pays africains, vous verrez que le droit à l'identité culturelle et familiale est considéré comme un droit de l'homme. C'est tout à fait le contraire de l'idéologie cosmopolite de la superclasse mondiale. Hein. Donc effectivement, je pense que l'idée d'une identité, parce qu'aujourd'hui les identités sont très largement menacées, hein, pas uniquement par l'immigration, elles sont aussi menacées par l'homogénéisation culturelle, la destruction des cultures, la destruction des familles, etc. Bon, donc c'est une force qui est sans doute aussi forte que ce qu'a été au XIXe siècle l'idée nationale. Donc il y a effectivement des forces qui permettent d'être optimistes d'une certaine façon et de ne pas tomber dans un pessimisme absolu en disant « Ah, la superclasse mondiale va gagner, elle a gagné, c'est perdu, c'est fini ». Non, c'est pas aussi simple que ça. Non. Alors, il nous reste encore 5 grosses minutes. Merci Michel Geoffroy d'être avec nous ce matin sur Ligne Droite. J'ai envie de vous poser la question notamment sur Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, concrètement, depuis son élection depuis 2017, est-il le représentant de cette superclasse mondiale ? La superclasse mondiale a-t-elle besoin, à un moment donné, de pousser des gens à la tête des États-nations, qui est encore la France, enfin de moins en moins, mais c'est la France, ou peut-être on voit venir apparaître maintenant Édouard Philippe, sachant qu'Emmanuel Macron ne pourra plus se représenter. Finalement, est-ce que ce sont des VRP de la superclasse mondiale ou des pis-aller de l'Union européenne comme cheval de Troie de la mondialisation ? Je crois qu'en tout cas, c'est comme ça qu'il est perçu. Ouais. Je pense que, comme je l'ai dit, d'abord, il a un parcours personnel et il vient quand même de la banque. Il vient de la haute administration, mais il vient aussi de la banque. Donc, c'est quand même très, très révélateur. Il a été au Young Leader, etc. Donc, il coche toutes les cases, toutes les bonnes cases pour être politiquement correct. Bon. Alors, je crois que pour répondre à votre question, c'est d'abord l'État. Aujourd'hui, c'est un chef d'État, mais en même temps, il n'a
pas de pouvoir, il a plus de pouvoir, il a très peu de pouvoir. Alors la superclasse mondiale ne veut pas complètement détruire les États. Par exemple, il en a besoin, et on le voit bien aujourd'hui, l'État, il est là pour obliger, pour imposer à la population ce qu'elle ne veut pas. C'est la puissance coercitive de l'État qui est utile à la superclasse mondiale. Rappelez-vous la Grèce, quand la Grèce a été soumise au diktat de la Troïka. 2015, ouais. Qu'est-ce qu'on voyait? On voyait le Premier ministre grec qui avait dit « je voudrais faire un référendum sur les mesures que tu m'imposes », on lui a dit « pas question ». Et la police, elle était là pour matraquer les Grecs qui manifestaient. Bien, ce type d'organisation, nous le retrouvons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui à quoi la puissance de l'État, aujourd'hui, elle est largement utilisée contre la population. D'ailleurs, il y a un petit, je suis désolé, mais vous avez raison, il y a un petit revival, de ce qui s'est passé en Grèce en 2015, parce que la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage et la baisse des pensions des fonctionnaires de 30% en Grèce, aujourd'hui, concrètement, ce qui se passe en France, c'est le ressuscité de ce qui s'est passé en Grèce en 2015, avec bien des passerelles et bien des éléments concordants tout de même. Voilà, donc... c'est ça. Donc la superclasse mondiale ne veut pas complètement détruire les États. Elle a besoin de gendarmes et de policiers pour mater la population et empêcher la révolte. Elle a aussi besoin de juges, il ne faut pas l'oublier. Le gouvernement des juges, c'est un élément important de la politique menée par la superclasse mondiale. Alors, moi je dirais, quelle est la signification de quoi Emmanuel Macron est le nom? Moi, je crois que fondamentalement, il est le nom de la fin de ce qu'on a appelé l'exception française, c'est-à-dire la volonté de faire rentrer la France dans la même politique que les autres pays européens, c'est-à-dire d'abandonner tout ce qui faisait notre spécificité, notre souveraineté. Je rappelle qu'on lui a prêté à un moment donné, peut-être que ce projet n'est pas terminé, la volonté d'abandonner ou du moins de partager le siège de la France aux Nations Unies. C'était le traité d'Aix-la-Chapelle, signé avec Angela Merkel. Donc, on voit bien cette volonté, et donc de même la déconstruction de la souveraineté énergétique, nucléaire, tout ça, c'est un projet assez cohérent. Donc je crois que c'est ça, si on veut essayer d'analyser métapolitiquement Emmanuel Macron, c'est l'homme qui doit faire entrer la France dans le giron de tous les autres pays, c'est-à-dire en clair, dans le giron des pays soumis à l'atlantisme et aux États-Unis. Il faut être clair. D'ailleurs, la politique réelle de la France, c'est pas l'indépendance, comme l'a vanté Emmanuel Macron au retour de Chine. Et d'ailleurs, quand il parle d'indépendance, il parle d'indépendance européenne, indépendance nationale, bien entendu. Donc on voit bien ça. Alors je pense que c'est effectivement caractéristique de ces nouveaux leaders politiques que l'on a, qui sont des purs produits du système, comme on dit. D'ailleurs, vous avez noté que beaucoup de responsables européens n'ont pas d'enfants aussi. Très, très révélateur. Ces gens ont un mode de vie très, très particulier. Et donc je pense qu'effectivement, c'est un bon représentant de la superclasse mondiale. Mais encore une fois, la superclasse mondiale a encore besoin des États et de la structure politique, d'une part pour faire croire qu'on vit en démocratie, ce qui n'est pas vrai, et puis deuxièmement pour pousser son projet et détruire les obstacles à sa mise en œuvre, et en particulier l'opposition des peuples. Bon, merci beaucoup, Michel Geoffroy. Vous êtes énarque, essayiste, contributeur régulier à la Fondation Pollemia et ancien haut fonctionnaire. Je vous ai invité pour parler de ce livre qui est sorti en 2018, La superclasse mondiale contre les peuples, préface de Jean-Yves Le Gallou, vraiment un livre passionnant, bien écrit, gros, dense, mais vraiment passionnant. Merci à vous, Michel Geoffroy. On vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir accepté notre invitation sur Ligne Droite. Merci beaucoup.